Merci de nous rejoindre sur Ici Beyrouth et merci de nous être fidèles. Et bien voilà, vous êtes aussi nombreux. Ce soir, nous nous pencherons sur le dossier de l'immobilier au Liban. Et j'ai le plaisir de recevoir ici au studio le président du syndicat des agents et consultants immobiliers libanais RIL, Walid Moussa. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Ainsi que M. Antoine Habib, vous êtes le directeur général de la Banque de l'Habitat. Merci. Et bien voilà, directement, on se penche sur ce dossier, le dossier de l'immobilier, directement avec vous, M. Walid Moussa. Jusqu'à quel point la crise au Liban avait un impact sur l'immobilier? Et aujourd'hui, après 3 ans, déjà, où la crise a commencé en 2019, où est l'immobilier? Je voudrais tout d'abord, cher Maurice, vous féliciter sur cette initiative, vous et la direction de Ici Beyrouth, d'avoir pris l'initiative de créer un programme économique dans lequel on pourrait discuter des problèmes dont nous vivons ces dernières années dans notre cher Liban et essayer de proposer des idées et voir comment on peut être utile. Le secteur de l'immobilier a toujours été un pilier dans l'économie libanaise. Et il a toujours eu un rôle dans les différents cycles économiques. Dès le début de la crise, ou la révolution d'octobre 2019, les dépositaires, craignant un haircut ou la faillite des banques libanaises, ont vu que leur seul refuge était les investissements immobiliers. Et ils ont investi dans l'immobilier pour sauver leurs épargnes. Donc, au début de la crise, c'était un investissement de refuge, disons. Bien sûr. Parce qu'il y avait aussi les dépôts qui étaient bloqués dans les banques. Et voilà, on pouvait acheter et vendre avec des chèques de paiement. Oui, parce que qui étaient les vendeurs dans ce temps-là? Des chèques bancaires. Les vendeurs étaient les promoteurs qui avaient des crédits et ils devaient repayer leurs crédits aux banques libanaises, qui acceptaient ces chèques, et des individuels qui avaient aussi des crédits à repayer aux banques. Alors, et on est passé par plusieurs étapes, parce que quand ça a commencé, ces paiements se faisaient à 100% par chèque. Et ça a commencé à diminuer. Ça a commencé à diminuer, 50-50, ensuite 70 en cash, 30 et aujourd'hui, en chèque. on accepte les ventes d'immobilier par chèque? Non, le marché s'est dollarisé. On est aujourd'hui dans un marché tout à fait dollarisé. On n'accepte plus que les paiements en dollars, en espèces. C'est parce que c'est difficile aujourd'hui de déposer ces chèques dans les comptes bancaires, ou bien parce que c'est un peu difficile donc soi-disant d'utiliser les dollars qui existent aujourd'hui, ou bien les dollars entre guillemets qu'on nomme aujourd'hui comme anciens dans les banques? La raison principale, c'est parce que ces gens-là qui avaient des dettes, les promoteurs ou les individuels, ont pu couvrir toutes ces dettes. Exactement. Et il n'y a plus de dettes. Alors, les gens ne savent plus quoi faire avec cet argent. Qui sont les vendeurs? Ce sont des vendeurs qui veulent vendre pour vendre des biens d'une façon normale, avec des prix peut-être un peu plus réduits. On en parlera des prix maintenant. Mais maintenant, le marché est dollarisé. On n'en voit plus des produits à vendre avec le chèque bancaire. Très bien. Monsieur Habib, les prêts subventionnés dédiés à l'achat, à la construction ou la reconstruction du logement au Liban, on sait que ce genre de prêt a aussi subi l'impact de la crise. Plus de prêts, donc plus de facilité de paiement. Mais vous, en tant que banque de l'habitat, vous avez eu un support d'institutions internationales pour pouvoir aussi relancer les crédits subventionnés et pour permettre aux Libanais d'acheter ou bien des maisons, des loyers, des terrains. Quelles sont les facilités aujourd'hui que présente la Banque du Liban, la Banque de l'Habitat? Permettez-moi tout d'abord de féliciter Ici Beyrouth de créer une émission économique en français. Cher Maurice, tu as toujours été un pionnier. Merci. Et vraiment, je me félicite que cette émission soit en francophonie. Et
parce que nous avons besoin, surtout après la disparition de plusieurs journaux en langue française. Donc, Mabrouk et... Merci. Les facilités de paiement. La Banque de l'Habitat, en fait, a été créée pour vous donner un petit aperçu historique, a été créée en 1977 par feu le président Sarkis et l'ancien Premier ministre Salim Hoss pour aider les personnes à faible revenu à trouver un logement et subvenir aux besoins de leur vie et surtout arrêter l'exode et la migration des jeunes des villages, des zones rurales envers les villes. C'était le principal objectif parce qu'en quittant ces villages, les jeunes laissaient la place à des étrangers qui venaient prendre leur place. Sur ce, en 1977, donc la Banque de l'Habitat a été lancée pour accorder des crédits, des prêts au logement, à la rénovation, et nous avons élaboré des prêts pour l'énergie solaire dernièrement. Nous avons été aidés par la Caisse arabe, le Fonds arabe d'investissement, qui nous a prêté en 2013 120 millions de dollars et en 2009, 50 millions de dollars. Et nous avons signé, mon prédécesseur a signé un contrat pour un prêt de 50 millions de dinars chrétiens avec le Fonds arabe, c'est-à-dire l'équivalent de 160. C'est le Fonds arabe pour le développement économique et social. Voilà, qui est basé au Koweït. Qui est basé le au Koweït. Fonds arabe. Ça, c'était la troisième ligne de crédit octroyée au C'est Liban. la troisième ligne de crédit octroyée par le même fonds. Par le même fonds. Et ça a été approuvé par le Parlement libanais ainsi que par le Conseil d'administration du fonds. Malheureusement, pour des raisons sanitaires, peut-être économiques aussi, ces fonds sont bloqués jusqu'à aujourd'hui au Koweït, au siège social du Fonds arabe au Koweït. Mais si ces fonds-là vont être relancés et le Liban ou bien la Banque de l'Habitat va profiter directement et cet argent arrive au Liban. Donc voilà, quel est l'impact de cet argent en ce qui concerne les prêts dédiés au financement de logements? Nous sommes en train d'essayer de débloquer cet argent via le Premier ministre. Le déblocage nécessite quoi? Le déblocage, de faire le virement, de les transférer. Ça nécessite quoi? Donc, ça nécessite des contacts au niveau gouvernemental. C'est politique? Il y a une grande partie qui est politique, je pense. Donc le blocage aujourd'hui... Parce que, vous savez, nous sommes sans président, un gouvernement démissionnaire, un parlement qui... Mais lorsque ce fonds-là a été voté au Parlement, il y avait le président. C'était durant le mandat du président Michel. Il y a eu le Covid qui nous a empêché tout contact pendant des années. Et maintenant, il y a une vacance de pouvoir au niveau de l'élection présidentielle et un gouvernement démissionnaire, un parlement. Certainement, il y a trop ici, on doit discuter trop à propos des prêts dédiés aujourd'hui au financement des logements, mais des questions aussi rapides que toute personne aujourd'hui au Liban cherche la réponse. Monsieur Moussa, investir aujourd'hui dans l'ancien ou dans le neuf? Investir dans l'ancien ou dans le neuf, ça dépend du pouvoir d'achat. Il y a une différence de prix. Il faut savoir de ce qu'on peut se permettre. Et en ce qui concerne le rendement? Rendement en tant qu'investissement locatif. Oui. Bien sûr, le neuf donne un rendement beaucoup plus intéressant. Mais je voudrais retourner un peu à ce que vous étiez en train de discuter concernant les prêts, parce que c'est une question assez importante. Il n'y a pas de secteur immobilier sain sans prêt immobilier. Donc vous voulez dire ici sans secteur bancaire? Bien sûr. Maintenant, les transactions qui se font, ce sont des transactions dans lesquelles les investisseurs, les acheteurs sont en train de payer la totalité de la somme. Ça n'existe pas
Et ce sont pour des cas, peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des espèces, beaucoup de liquidités, disons, dans leur maison. Peut-être il y a la possibilité de mettre cet argent dans leur maison. Il y a des raisons, disons, anormales et qui sont en train d'entraîner ces transactions. Mais un secteur immobilier sans prêt immobilier n'existe pas. Mais ici, la crise a été en faveur du secteur, quelque part. Ça, c'est un long débat. Si vous voulez parler des prêts, oui, pour certains. De la couverture des dettes. Oui, pour certains. Oui, pour aussi certains, pour oui, faire mais sortir de n'oublions l'argent. pas que ces gens-là, ces mêmes gens, Donc, peut-être ont un des. investissement, un refuge, c'était quelque part pour Oui, il n'y a pas de doute que pour un le grand refuge. nombre de Libanais. Il n'y a pas de doute que ça a été un très bon refuge. Parce que maintenant, le secteur s'est dollarisé et tous ceux qui ont investi dans l'immobilier ont pu maintenant demander un prix qui est en dollars et s'évader, disons, des restrictions bancaires. Mais il faut à tout prix, dans le futur, quand on a un nouveau président, un nouveau gouvernement, moi je suis avec la création d'un ministère de l'Habitat qui, lui, devra mettre un plan pour tout ce secteur-là. Comment va évoluer le marché d'immobilier? Le marché immobilier a toujours prouvé au Liban une force. Une force parce que c'est dans la culture des Libanais toujours d'acheter un bien immobilier. Quand on voyage, on veut toujours retourner s'acheter une maison, un terrain, une villa dans notre village, dans la ville. Alors, et le Liban est petit en taille. Il n'a pas besoin de grands capitaux pour un redressement. Alors maintenant, si on parle un peu des prix, les prix, on a vu que par moyenne, disons, la chute a été de 50%, un peu plus dans des régions, un peu moins dans d'autres, mais par moyenne, la chute a été de 50%. Aujourd'hui, l'investissement qu'on fait dans l'immobilier, par exemple à Chypre ou bien à Athènes, on va nous dire directement que voilà, l'investissement, le rendement de cet investissement est égal à X. Ici au Liban, on parle d'un rendement qui est à peu près entre combien et combien, par exemple, dans Maurice, la capitale? on ne peut pas appliquer des règles maintenant au Liban. Il n'y a pas des rendements logiques maintenant parce qu'il n'y a pas de marché sain. Il n'y a pas un marché qui est normal. Et, on est en train d'évoluer vers le mieux parce que, comme je vous l'avais dit, on était vers une chute de 50%, plus ou moins. Dans les régions qui ont un pouvoir d'achat élevé, des régions basées sur des Libanais qui ont des business dont les rendements sont en fresh dollar, ou dans des régions où la diaspora libanaise est intéressée à investir, on a vu un redressement, on voit maintenant un redressement de 10 à 15%. On peut citer par exemple la région de Downtown, Ashrafi, Beyrouth, toute cette région, il y a un redressement concernant les prix. Mais en contrepartie, si on sort dans les périphéries ou on va dans les autres villes, on voit que la situation est toujours difficile. On est toujours dans une chute de 60% parce qu'elle est reliée à un pouvoir d'achat qui est faible et qui est relié aussi au salaire et à la classe moyenne qui a disparu malheureusement. Monsieur Habib, vous avez lancé en tant que Banque de l'Habitat l'année passée de nouvelles facilités pour financer l'achat de logements. Comment vous avez vu la demande auprès de ce genre de facilité? En fait, pour éviter toute intervention dans la demande, dans les demandes, on a créé un site électronique. Sur ce site-là, de la Banque de l'Habitat, n'importe quel demandeur peut le remplir et si les conditions sont remplies, il peut bénéficier tout de suite d'un prêt. Il n'a pas besoin d'aller de part et d'autre pour demander des wastat. Et donc, il ne fait que remplir ce site-là, cette demande sur le site, à partir de sa maison, de son village, de son bureau, de n'importe qui. Le prêt pour le logement, nous avons limité un plafond de 1 milliard de livres libanaises. À quel taux de change? Sur 5 ans, sur 30 ans, avec un taux de 5%.
Avec un taux de 5%. 5%. Mais aujourd'hui, avec un taux de change qui dépasse les 80 000, 90 000 à peu près Nous pour le avons dollar, commencé par, c'était autour de 20 000, et maintenant, malheureusement, c'est devenu 90 000. Mais nous ne pouvons pas changer le plafond à chaque fois qu'il y a une variation du prix d'achat de la vous tentez livre. d'augmenter le capital aujourd'hui de la banque? Ce n'est pas question de capital, nous sommes en train de, comme le prêt du Fonds arabe a tardé à venir, nous sommes en pourparlers avec des organisations internationales. Certainement, comme j'avais lu que vous avez, vous avez communiqué avec l'USAID, comme je vois ici devant moi, aussi avec la banque allemande, et une des plus grandes, c'est la banque d'Allemagne, je pense, FKW. SKW, et d'autres institutions, même avec des compagnies, comme je vois ici avec Total, vous avez Total, aussi Liban. des Total Energy. Total Energy. Donc pour faire quoi? Voilà, c'est-à-dire que l'Agence américaine pour le développement international, que je salue, nous sommes en train nous sommes sur le point de signer un memorandum of understanding dans lequel elle va nous procurer une assistance technique et nous allons avancer les fonds pour financer le traitement des eaux usées dans les villages où ils ne bénéficient pas de ce traitement-là. Et c'est en fait à leur demande que cet objectif a été fixé. Et ça rentre un peu dans l'objectif de la Banque de l'Habitat. C'est un nouveau produit que nous allons lancer. Et nous comptons beaucoup sur l'assistance technique de l'USAID. Et nous allons, de notre part, nous contenter du financement. Et en ce qui concerne le FKW, c'est la banque allemande dont vous avez parlé, et nous allons, ils sont intéressés à nous procurer aussi une assistance technique et peut-être un financement. Mais c'est pour l'énergie solaire. Et nous sommes en train de vérifier avec eux les modalités de ce prêt. En principe, ce prêt va couvrir une affaire de 5 kVA pour un montant de 5 000 $ pour les individus. Comme je vous ai dit, nous nous adressons uniquement, et je répète uniquement, aux personnes à faible revenu. Est-ce que vous êtes sur la ligne de présenter des financements en dollars, des prêts en dollars? Bien sûr, parce que, comme par exemple Total Energy, j'ajoute un peu aussi, Total Energy avec qui on s'est rencontrés, le directeur général et moi et son équipe. Pour quelle somme? Intéressés. Il n'y a pas de somme fixée. C'est la somme à accorder. Mais l'objectif, c'était quoi avec Total? Voilà. Le Total est en train d'explorer le territoire libanais pour trouver du gaz. Ils ont voulu faire un geste envers le peuple libanais en accordant à une société privée, qui est la Banque de l'Habitat, des prêts pour pouvoir aider le peuple libanais à recouvrir l'électricité dont ils ont grand besoin à travers un prêt pour l'énergie solaire. Mais il n'y a pas des prêts en dollars pour les logements aujourd'hui. Vous savez, c'est difficile un peu de trouver le financement peut-être. Le financement, c'est la caisse arabe, si le fonds arabe nous accorde ce prêt. En principe, ce prêt on va le recevoir à travers la Banque du Liban, et la Banque du Liban va nous le transférer en livre libanaise. Mais nous sommes en pourparlers avec ces organismes internationaux de nous accorder directement ces prêts en devises étrangères, que ce soit en dollars ou en euros. Donc ici, vous serez capable mais aussi, nous sommes en train d'étudier la façon sûre pour que l'emprunteur nous rembourse de la même monnaie. Parce que si on va lui accorder un prêt en dollars et il va nous rembourser
par un dépôt chez le notaire en livre libanais à un taux de 2500, on fera faillite. Donc, par conséquent, nous sommes en train d'étudier les meilleures façons de nous protéger pour rembourser les prêts qui nous sont accordés par les sociétés. Monsieur Moussa, les scandales dans les administrations publiques se suivent. Et après l'affaire de la corruption au centre d'enregistrement des véhicules, ça fait quelques mois que peut-être on est là à regarder, à bien voir ce qui se passe dans les cadastres au Mont-Liban, avec les fonctionnaires du service foncier. 50% sont en prison, 25% ont peur et 25% ils font la grève. Ils sont en fuite. Ah, ils sont en fuite. Donc ici aussi, ce genre on est face à une crise ici, certainement. Vous dites quoi? Sans doute, cette question est très délicate. Parce qu'on est tout à fait, d'un côté, on est tout à fait avec ces arrestations, et il est temps, sans doute, de lutter contre la corruption dans toutes les institutions publiques. Mais le problème, c'est que maintenant, la plupart des registres fonciers, dans la plupart des régions, dans une grande partie, sont totalement paralysés. Et ce qui a fait que ce qui reste des ventes immobilières s'est arrêté. Il y a plus, on ne peut plus transférer une propriété parce qu'il n'y a pas comment faire ce transfert. Comme vous l'avez dit, il y a la moitié qui sont déjà emprisonnés, arrêtés. Il y a un quart qui s'enfuit et l'autre quart a peur et est en train de démissionner. Et ici, donc, nous avons une grande perte au niveau des revenus pour le Trésor de l'État. Mais bien sûr. Et ils ne peuvent pas nominer des autres personnes sans gouvernement. Alors, il n'y a pas de solution. C'est un grand problème. Tout un secteur s'est arrêté. Mais on sait très bien aujourd'hui que la corruption gangrène les services publics au Liban. Il fallait faire quelque chose. Il fallait commencer de quelque part. Oui, mais bien sûr, ces réformes ou ces arrestations auraient dû s'accompagner par des décisions gouvernementales qui assurent la continuité des services publics. On ne peut pas arrêter des fonctionnaires sans au moins avoir des remplaçants. Et alors, on commence par coordonner, on arrête ceux qui doivent être arrêtés, on les emprisonne, c'est excellent, mais en même temps, il faut assurer la continuité. Ce qui se passe là n'est pas normal. Et je ne l'ai jamais vu dans aucun cas. Même les pays qui ont eu des crises comme les nôtres, on n'a jamais eu ce cas-là. À mon avis, c'est parce que chaque institution est indépendante de l'autre et chacun fait son travail seul, sans aucune coordination. Le gouvernement fait ce qu'il peut. Mais là, dommage, mais on est dans cette situation. Mais l'histoire ici dépasse l'histoire des pots de vin payés pour les fonctionnaires, n'est-ce pas? Peut-être, oui. Il y a un côté politique aussi. Il y a mais on ne peut pas critiquer. Donc vous voulez me dire ici, vous voulez me dire ici que paralyser toutes les administrations publiques est planifié. On a commencé avec l'administration de l'enregistrement des véhicules. Aujourd'hui, on a aussi l'histoire des fonctionnaires du service foncier et ça continue. Oui, mais à vrai dire, ils se sont concentrés dans ces deux institutions publiques. Et ce qu'il faut aussi, il faut indiquer qu'il faut les faire dans toutes les institutions publiques et dans toutes les régions. Il ne faut pas viser des régions déterminées, parce que cela peut induire à des explications un peu disons, politiques et communautaires. Alors, il faut faire toutes ces réformes, toutes ces arrestations dans toutes les institutions publiques et en même temps dans toutes les régions, pas dans des régions spécifiques. Aussi au niveau des administrations douanières, tout ce qui se passe aux frontières. Là-bas, tout va bien. L'électricité. Tout va bien. Là-bas, tout va bien. Monsieur Habib, en ce qui concerne les crédits que les Libanais aujourd'hui continuent à payer
pour la Banque de l'Habitat. Avec le changement du taux de change officiel, Oui. donc aujourd'hui on est passé de 1500 pour le dollar, on est à 15 000 pour le dollar, rien ne va changer pour les prêts faits en livre libanaise. Absolument. Je confirme que les prêts qui ont été faits en livre libanaise seront remboursés exactement en livre libanaise. Mais Monsieur Habib, aujourd'hui, les personnes qui décident de clôturer leurs dettes Oui. Peuvent faire ça, n'est-ce pas? Oui. En livre libanaise. Oui. Pourquoi ils sont obligés de payer une petite partie en devise Je étrangère? vais vous dire exactement. Ce sont des frais, ce sont quel genre de quoi frais il ici s'agit. ils sont obligés de payer En, en devise en étrangère? signant un contrat de prêt, l'emprunteur s'engage Mhm. de ne pas régler le montant du prêt avant 7 ans. Après 7 ans, il peut le faire à condition de payer des pénalités et toutes les commissions y afférentes. Pourquoi des pénalités? Parce que lorsqu'il prend le prêt, on contracte une police d'assurance, incendie et vie, au prix d'une société d'assurance qu'on est en train de payer actuellement en dollars. Et nous sommes obligés de répercuter Mhm. cette somme sur celui qui veut casser son contrat ou rompre son contrat. Donc vous voulez me dire ici, c'est la somme de rupture de l'assurance Oui, effectivement. qu'on est en train de payer. Mais est-ce qu'on peut clôturer tout le prêt ou bien oui, clôturer tout le prêt, comme vous avez dit, avant 7 ans? Après 7 ans. Il y avait un circulaire que la Banque centrale avait lancé, ou bien le gouverneur avait signé, où le gouverneur Riyad Salemi avait dit que non, tous les Libanais peuvent couvrir tous leurs prêts. Ça, c'est seulement, ça couvre pas la Banque de l'Habitat. Le gouverneur, Dr Riyad Salemi, a fait paraître un autre circulaire qui exonère la Banque de l'Habitat Pourquoi? de l'application. Parce que imaginez-vous que tous les emprunteurs vont rembourser avant 7 ans, en ferme après 6 mois, avec des pertes. Mais il y a l'institution publique de l'habitat. Alors, voilà, nous sommes une banque privée. Nous appartenons à 80% au capital du secteur privé. Nous ne sommes pas une banque du secteur public. Le secteur public, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais nous avons des investisseurs qui sont venus verser de l'argent et des capitaux, jusqu'en concurrence de 80%. Donc la Banque centrale ne peut pas nous imposer les conditions qui sont applicables au secteur Si public. aujourd'hui, moi, Libanais, je présente une demande pour avoir un prêt auprès de la Banque de l'Habitat, vous m'avez dit que le plafond est de 1 milliard, 1 milliard de livres libanaises. pour les logements, Oui. 400 millions. Ils sont payés Pour comment? la restauration. Vous passez l'argent comment? Par chèque Je ou vais vous liquide? dire avant tout quels sont les plafonds. La restauration, c'est 400 millions et l'énergie solaire, c'est 300 millions. C'était 200 millions. Pour l'énergie solaire, c'est à 100% en espèces. Et aujourd'hui, 1 milliard, on ne dépasse pas les 10 000 $. Oui, alors je peu près, parle de À 10 à 12 je milliards. parle 12 lorsqu'on 000 a $. commencé à accorder des crédits, c'était au mois de juin, c'était à 20 000. Est-ce que vous pouvez remettre en question le plafond ou bien non? Bien sûr, en recevant le prêt du Fonds arabe ou d'autres investissements. L'argent que vous me donnez pour partir acheter le logement ou bien le foyer, etc., vous me passez cet argent-là en liquide ou par chèque? En liquide pour l'énergie solaire. Mais je vais vous dire exactement. Moi, juste, parce qu'ici, j'ai une question. Oui. Vous me dites en chèque. Non, non. Non, L'énergie solaire, pour le logement. pour les logements, c'est en chèque. Donc, quelle banque aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des banques qui acceptent les chèques que vous donnez? Oui. Je vais donner la réponse à notre ami. Parce qu'il y a un Walid. problème aujourd'hui en ce qui concerne le dépôt Les de gens, chèques. par exemple, Donc, oui, dans les comptes ceux- bancaires. les contracteurs qui ont construit des immeubles, qui veulent leurs appartements et qui ont des crédits auprès de banques sont en train de rembourser leurs crédits par l'entremise des chèques. Ils peuvent, par exemple, l'emprunteur, s'adresser à ce genre de... Mais ici, on est en train de couvrir une dette. C'est pour ça que les banques prennent des chèques, n'est-ce pas? Pour couvrir des dettes. Oui. Mais ici, si moi, vous m'avez passé de l'argent, ça peut passer, je ne sais pas, vous, mais est-ce que vous je vais acceptez les dire- chèques comme ça? Je vais vous dire Ou bien les banques ici... à qui on s'adresse. Et nous, on s'adresse à des personnes à faible revenu qui veulent acheter un appartement à 150 mètres carrés.
on ne s'adresse pas aux riches qui veulent acheter à 350 mètres carrés ou à 400 mètres carrés. On parle d'un petit montant. Dans les villages, ces Libanais qui travaillent actuellement à Beyrouth ou à Tripoli, etc., qui veulent rentrer chez eux dans le Akkar, dans la Bekaa, etc., ils peuvent acheter peut-être un petit appartement à 150 mètres. Et à condition qu'ils ne bénéficient pas d'autres crédits Mais je pense que c'est urgent de revoir le plafond parce qu'avec 10 000 $ aujourd'hui, c'est impossible. Ce n'est pas la faute. Maurice, ils font ce qu'ils font. Oui, avec les contraintes budgétaires. Donc, il faut ce qu'ils peuvent. Ici, on a une contrainte budgétaire peut-être, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est les moyens que vous avez. C'est pour ça. Il y a un point essentiel sur lequel le président a mentionné, c'est recevoir directement ces fonds-là en devises étrangères. De cette façon, il pourrait sécuriser une valeur. Nous sommes presque la seule banque au Liban et peut-être parmi les banques libanaises qui est en train d'octroyer des crédits et des prêts. Alors c'est un honneur pour nous de donner un peu d'espoir à les Libanais de venir, même avec des petits montants, s'emprunter. C'est pour ça. Monsieur Moussa, quelle est la taille du marché immobilier au Liban aujourd'hui? Dans quel sens? Aujourd'hui, il n'y a pas de taille, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de transaction, parce qu'il n'y a pas de... Disons, en 2017, il n'y a pas d'institution publique. 2017, 2018, on était à peu près à combien? C'est difficile, je n'ai pas les chiffres avec moi, mais vous parlez des chiffres, non, Monsieur Maurice? Je n'ai pas actuellement les chiffres avec nous, mais je peux vous certifier que mais quelles sont les types de propriétés les plus populaires aujourd'hui au Liban? Tout genre de propriétés. Le Liban achète tout genre de propriétés. Vous avez les appartements qui se vendent dans la ville, surtout les appartements... Quelle taille d'appartements? Surtout les appartements dans les villes et les terrains dans les périphéries. Avant, on cherchait des appartements qui dépassaient les 300 mètres carrés. Ah non, ça a changé depuis longtemps. On demande des petits appartements maintenant. Mais pendant la crise, les gens ont acheté tout genre d'appartements et ça a permis aux promoteurs de vendre le stock qui avait déjà passé plusieurs années en relax. Et les gens ont acheté tout genre de produits pendant la crise où ils devaient sauver leur argent et les investir dans l'immobilier. Certainement, tout en prenant en considération le taux d'inflation aujourd'hui au Liban et partout au monde, est-ce que aujourd'hui vous dites aux Libanais qui ont la liquidité d'acheter un appartement, d'acheter tout genre de propriété, ou bien non, c'est pas le temps, ou bien c'est pas le moment aujourd'hui favorable, ou bien il faut faire quoi? En tant que professionnel, Pas en tant que chef d'entreprise. Non, mais en tant qui travaille dans l'immobilier. Non, en tant que professionnel qui est convaincu, et non pas en tant qu'amateur, en tant que professionnel qui est convaincu dans son secteur, je dis que oui, c'est le temps d'investir si on a l'argent. Est-ce qu'on n'a pas le souffle qui est court, parce qu'il faut attendre. Maintenant, si on voit l'expérience qui s'est passée par les acheteurs qui ont acheté les propriétés en chèque il y a 3 ans, qui maintenant sont en train de les vendre en dollars, ça certifie que ce secteur-là a une très grosse demande. Et c'est un secteur... Est-ce qu'il faut acheter? À mon avis, oui. À mon avis, oui, et partout. Parce que dans les périphéries, les prix sont toujours à moins 60 et 65%. Mais est-ce qu'il faut s'attendre à une correction des prix? Où ça? Mais la correction a eu lieu. On est à 60% de moins dans les périphéries. Les fluctuations des prix, ici, on peut voir des fluctuations d'un mois à un autre. Oui, mais n'oublions pas aussi que les prix des matériaux de construction se sont élevés aussi. Au niveau mondial. Au niveau mondial. Et maintenant, il y a certains projets qui se vendent à moins du coût de production. Pour couvrir des pertes ou bien non, ça c'est le prix réel? Non, ce n'est pas le prix réel parce qu'il y a des gens, surtout hors Beyrouth, qui sont en train de vendre, par exemple, le mètre à 600-700 $, tandis que leur coût est à 800. Mais ils veulent s'en débarrasser pour pouvoir utiliser l'argent dans d'autres investissements, que ce soit au Liban ou à l'extérieur. Alors, à mon avis, oui, mais il faut avoir le souffle. Il ne faut pas dire
qu'on voudrait recevoir notre investissement ou recevoir nos gains dans 1 ou 2 ans. Il faut avoir le souffle. Mais l'immobilier a toujours été, disons, un élément essentiel dans l'économie libanaise et dans la vie des Libanais. Mais, à mon avis, pour retourner un peu dans nos problèmes et comment éviter les problèmes dans le futur, dans tout ce qui est cadastre, il faut moderniser les lois. Ces lois qui datent... C'est pour ça. Ici, j'avais une question en ce qui concerne les réglementations. Oui. Les nouvelles lois. Premièrement, peut-être pour donner un petit... voilà, ou bien pour pousser ce secteur-là et pousser les gens à acheter au Liban. Donc, ça c'est un. Pour attirer les investissements de l'extérieur vers le Liban. Quel genre de réglementation, quel genre de loi il faut peut-être voter ou bien changer ici au Liban pour pouvoir attirer ce genre d'investissement, pour attirer les capitaux de l'extérieur et pour aussi sécuriser un peu les personnes d'une façon un peu... Quand dire sécuriser, c'est sécuriser d'une façon un peu morale, soi-disant, pour investir au Liban et à acheter l'immobilier. Oui, oui. Il faut commencer par la modernisation des lois qui remontent peut-être à l'ère ottoman ou au mandat français. Il faut changer nos lois, il faut les moderniser. On est en 2023 aujourd'hui. Cette modernisation se fait par l'adoption de moyens électroniques et la digitalisation de tous les cadastres. Parce qu'on a vu aujourd'hui avec la grève ou bien le problème qu'il y a, par exemple. Donc tout est paralysé. Et de cette façon, tu élimineras l'intervention de l'employé corrompu et des facilitateurs qui sont en train de prendre Donc ici, on parle d'une l'argent. Il faut changer la façon dont on traite. Gouvernance. Transparence. Il faut une des ondes de nos rêves dans le domaine immobilier, mais aussi au niveau du gouvernement libanais. Mais est-ce qu'il y a une décision politique pour faire ça? C'est aller vers la digitalisation. On peut pas, en fin de compte, on ne peut pas s'enfuir pour toujours de faire ces réformes. Il faut y aller là-bas. Sauf si on a toujours en tête de laisser des fonctionnaires qui sont là-bas en train de prendre des pots de vin ou de profiter, eux, peut-être avec une structure qui permet de financer des partis ou des... je ne veux pas rentrer dans la politique, mais pour arrêter tout ça, objectivement, il faut digitaliser, il faut laisser l'acheteur faire sa transaction sans passer par aucune personne et se faire même les permis de construire, même dès le début du processus jusqu'à la fin. Vous m'avez dit que ça c'est le bon moment pour acheter aujourd'hui au Liban. Mais bien sûr. Qu'est-ce qui influe aujourd'hui les prix au Liban? Les prix de l'immobilier. Qu'est-ce qui influe sur le pouvoir d'achat et l'économie libanaise et le risque. Vous savez, quand il y a un grand risque, les prix, il y a une chute des prix. Et c'est comme on disait en anglais il y a des centaines d'années, when there's blood, buy real estate. Quand il y a du sang dans les rues, il faut acheter l'immobilier. Mais c'est le moment. Ce qui influence aujourd'hui les prix, c'est pas la politique, la situation au pays. Mais bien sûr, parce que... Mais c'est pas l'offre et la demande. Attendez. Oui, mais ça commence par la politique qui influe sur la situation économique, qui a créé la crise économique, qui, elle, a influencé le secteur immobilier, la crise bancaire et le secteur immobilier, et qui a diminué, disons, la demande d'achat, et il y a plus d'offres que d'achats, surtout maintenant, après la période de la crise et des chèques, maintenant, là où l'acheteur doit payer ses montants en totalité, et c'est impossible. Il n'y a aucun pays, il n'y a aucune économie qui peut se permettre à ses habitants, à ses citoyens, de payer leur logement ou leur investissement immobilier, qui est le plus grand. L'investissement immobilier est le plus grand investissement qu'une personne fait dans sa vie. Alors, oui. On ne pourra jamais dire qu'une personne doit payer en totalité l'investissement, l'achat de sa maison en totalité. Il faut restructurer toute cette économie, commençant par la politique, les réformes, les banques,
l'économie pour arriver à l'habitat, au secteur de l'habitat et immobilier. Ici, le terme principal, c'est la confiance. Mais bien sûr, Oui. mais bien sûr. Monsieur Habib, juste aussi en ce qui concerne les produits que vous, que vous présentez aux Libanais par la Banque de l'Habitat. Donc, on a dit pour le logement, vous avez les produits, pour les panneaux solaires aussi. Oui. Vous présentez aussi. Tous les dossiers complets sont acceptés par la Banque de l'Habitat. Bien sûr. Il y avait un problème technique en ce qui concerne la page électronique parce que j'ai reçu trop de téléphones ou bien des coups de fil des Libanais me disant que voilà, on avait toujours des problèmes. On arrive à une page sur la page électronique, on est bloqué, on ne sait pas quoi faire. Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a créé, depuis la constitution de ces prêts, ce qu'on appelle un hotline 1620. Pour aider. Pour répondre c'est un à hotline, c'est un call center où il y a une dizaine d'employés qui répondent à tout genre de questions et qui peuvent aider l'applicant à remplir les conditions. Et il y a, donc c'est 1620 ou c'est le 01 954 500. Est-ce que vous pensez que la Banque de l'Habitat aussi va subir une restructuration Nous n'avons pas besoin au niveau du capital, de restructuration parce que nous n'avons pas de déposants. Mais ce que moi je voudrais faire un appel. Vous allez voter à une augmentation du capital Pas nécessairement, on n'a pas besoin. Mais je voudrais faire un appel aux banques commerciales. Ces banques commerciales qui ont une affaire de 86 milliards de dollars auprès de la Banque du Liban. Au lieu qu'ils soient bloqués à la Banque du Liban, qu'ils commencent à faire des prêts. Il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui sont dans le besoin de continuer leurs projets, etc. Ou par exemple d'accorder des prêts pour l'énergie solaire. Je pense si on donne des garanties nécessaires aux banques et on arrête la persécution de ces banques-là. Et je pense qu'on pourrait trouver une solution pour que ces banques commencent à donner du crédit et des prêts, logements ou autres. Mais il faudrait leur assurer une certaine garantie, une certaine protection. Ce n'est pas leur faute actuellement. Je ne suis pas en train de défendre les banques commerciales. Je ne suis pas une banque commerciale. Moi, je suis une banque qui est née pour aider ceux qui ont besoin. Oui. Mais il faudrait relancer le secteur bancaire. Pour finir, vous dites quoi à chaque Libanais De toujours croire dans le secteur immobilier au Liban et de ne jamais avoir peur. C'est un secteur qui est sûr, peut-être pas dans certains temps, pas à court terme, mais à long terme, ce pays existera, va toujours exister. On passe par des cycles, il y a des hauts et des bas, mais notre secteur est un secteur essentiel et c'est un refuge garanti. Et comme tout dans la vie, il y a des bons et des mauvais moments. Vous pensez que tous les consultants, les agents, les promoteurs ont pu couvrir toutes leurs dettes durant cette crise? Oui, à mon avis, on a ce que j'ai appelé moi le miracle immobilier, parce qu'il fallait un miracle pour les promoteurs immobiliers pour en finir avec leurs dettes, et le miracle est arrivé. Comme on l'a dit, les mauvais moments parfois sont des bons moments pour certains. C'est ce qui s'est passé. Permettez-moi d'intervenir. Oui, certainement. Docteur Fadi Khalaf, dans son dernier Le secteur général de des l'Association des banques du Liban. secrétaire Et général, les banques au Liban. secrétaire général de l'Association des banques, il a dit que les crédits bancaires accordés au secteur privé en monnaie étrangère ont baissé à 9, milliards. 9, quelques milliards, n'est-ce pas? Voilà. 9,785 milliards. D'où jusqu'à où? Jusqu'au 31 février. Non. Ils étaient 31 où? janvier. Vous étiez où? On était à quel chiffre? Les 30 000. Imaginez-vous le montant. On dépassait les 30 000 peut-être? Les 30 milliards. Les 30 milliards 30 milliards jusqu'à 16, on est à 50%. 31 milliards. 31 On milliards. est à 50%. Imaginez-vous le montant des prêts qui ont été. Je ne pense pas qu'on était à 30 milliards. On était à moins. On doit revoir. Je ne vais pas donner ici des chiffres qui ne sont pas aussi sûrs. Mais vous on est à imaginez moins que 10 milliards de dollars ici. C'est des prêts qui ont été réglés par des dépôts
auprès des notaires à 1500, comment voulez-vous que ces banques ont besoin de restructurer les banques à cause de ces prix-là? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Donc, il faudrait voir, C'est le miracle. étudier C'est la le situation des banques, ne pas jeter toute la pierre sur les banques. Chaque banque a un statut particulier, mais moi, je demande de nouveau de donner des garanties aux banques pour pouvoir utiliser les 86 milliards qui sont bloqués à la Banque du Liban. Mais il faut non plus oublier les dépositaires, parce que si les institutions privées ont pu payer leurs dettes, leurs crédits à des prix à des prix réduits, et En chèque. Oui. On a toujours aussi des dépositaires qui ont des millions dans les banques qui, eux, ont subi le résultat de cet exercice. Donc voilà, Walid Moussa, vous êtes le président du syndicat des agents et consultants immobiliers libanais RIL. Merci d'être avec nous. Un plaisir. Aussi, Monsieur Antoine Habib, vous êtes le directeur général de la Banque de l'Habitat. Merci. Merci à vous. Nous devions recevoir avec nous le professeur Jassem Aja, l'expert en économie, pour discuter à propos de l'actualité économique, mais malheureusement, il n'a pas pu être avec nous durant cet épisode. Mesdames, Messieurs, vous pouvez revoir l'intégralité de cette émission sur tous nos réseaux sociaux. Au revoir.